L'éco, le CFA, est-ce un dossier économique ou simplement une affaire politique? On pose cette question ce soir à l'invité que nous recevons parce que la question justement de la monnaie, du CFA, de l'éco, se pose avec acuité dans les sociétés qui ont en partage le CFA. Mais surtout, un colloque a été organisé à Lomé il y a quelques jours sur la question qui a remis donc au goût du jour cette volonté affichée des pays qui ont en partage cette monnaie de s'en départir et d'aller plutôt vers un éco CEDEAO, dit-on. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Qu'est-ce qu'en pensent les politiques? Eh bien, nous interrogeons justement un acteur politique sur le sujet. C'est le président de l'Alliance socialiste Santé du Peuple, Dr Georges William Kwessa. Bonsoir, docteur Georges Kwessa. Bonsoir, monsieur Inyari. Merci à vous d'être notre invité. C'est nous qui vous remercions. Très heureux aussi de vous recevoir sur une question éminemment économique. Ce n'est pas de la politique politicienne ici. J'ai envie de commencer d'abord par vous demander pour le politique que vous êtes. Lorsqu'on parle par exemple du CFA, est-ce que vous le percevez aussi comme simplement une monnaie coloniale ou un véritable instrument de développement? Je vous remercie. Le CFA, je ne peux pas totalement percevoir le CFA comme un instrument colonial, ni le percevoir totalement comme un instrument de développement. Parce que il y a matière à discussion, que ce soit dans l'autre sens, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc, je pense que le franc CFA a des caractéristiques d'un instrument colonial, mais également c'est une monnaie. Maintenant, est-ce que cette monnaie nous permet d'entrevoir le développement ou d'aller vers le développement? C'est un grand débat qu'il faut faire. Mais est-ce que vous pensez que les pays qui ont en partage le CFA, ils sont 8 dans la zone CEDEAO, ils sont 6 dans la zone CEAC. Est-ce que ces pays, surtout ceux de la zone CEDEAO, sont véritablement maîtres de leur destin? Évidemment, ils ne sont pas véritablement maîtres de leur destin. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de débats autour de ce sujet. Les pays ne sont pas maîtres de leur destin pour la simple raison que le franc CFA a beaucoup de caractéristiques aujourd'hui qui font que nous avons des difficultés de développement, qui font que notre économie a des difficultés d'être compétitive, à être compétitive donc au plan international. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas percevoir ça tout simplement comme cela. Donc, vous pensez qu'il est opportun de poser le débat d'une sortie du CFA? Il est opportun de poser le débat d'une sortie du CFA. De toutes les façons, avant de parler de sortie, il est opportun de poser le débat du CFA. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où nous avons un certain nombre d'éléments qui nous permettent quand même d'entrevoir l'avenir d'une certaine manière, mais qui n'est pas réellement le cas. Aujourd'hui, dans l'espace CFA, il y a quand même une croissance que nous avons depuis quelque temps. Il y a quand même une croissance avant l'arrivée de Covid, mais une croissance qui n'est pas inclusive, qui ne permet pas d'absorber le chômage. La question de chômage se pose toujours avec acuité. Donc, il est question de réfléchir et de voir ce qu'il y a lieu de faire donc, par rapport à cette monnaie. Voilà. Et quand on pose le débat sur le CFA, est-ce que pour vous, ce doit être un débat de technocrates, j'ai envie de dire d'économistes, ou bien ça doit être un débat essentiellement politique? Les deux. Ça ne peut pas rester un débat de technocrates, puisque l'économie est consubstantielle à la politique. Vous ne pouvez pas parler aujourd'hui de la politique sans parler de l'économie. Il y a beaucoup d'études qui ont montré la qualité des institutions politiques sur l'émergence des pays. Il y a beaucoup d'études qui ont montré et qui ont classé
la qualité des institutions comme des déterminants structurels de l'émergence. Et nous savons que quand vous prenez les crises socio-économiques, les crises politiques ont des impacts très directs sur les valeurs de la monnaie. Il est admis clairement que les crises politiques influent donc directement sur la valeur de la monnaie. Donc ça doit être les deux. C'est un débat de technocrates, mais ça doit être également un débat des politiques. Et pour le politique que vous êtes, vous vous situez à quel niveau quand on parle aujourd'hui de sortir de cette monnaie ou d'y rester, parce qu'il y a deux écoles en la matière? Vous êtes pour quelle école? Non, je ne pense pas qu'il y ait deux écoles en la matière. Il y a peut-être trois écoles. D'accord. C'est-à-dire, il y a ceux qui pensent qu'il faut rester dans le franc CFA. Il y a ceux qui pensent qu'il faut en sortir. Mais il y a aussi ceux qui pensent que il ne faut pas sortir, mais qu'il faut faire des réformes. Il faut le réformer, oui. Qu'il faut faire des réformes. Il y a quand même des éléments fondamentaux sur lesquels il faut agir. Que l'on soit du côté de la sortie totale du franc CFA ou des réformes, de la réforme du franc CFA, il y a quand même certains éléments fondamentaux qu'on ne peut pas contourner. Si vous prenez l'accord du 4 décembre 1973, qui est le fondement aujourd'hui donc du fonctionnement du franc CFA, la convention qui a été signée avec la France, qu'on appelle la convention de coopération monétaire, il y a certaines clauses dans cette convention qu'il faut nécessairement changer parce que ça pose un certain nombre de problèmes, notamment la clause sur la garantie de convertibilité illimitée et inconditionnelle, notamment la clause sur la fixité, c'est-à-dire du régime de change, et puis la clause donc sur la liberté des transactions courantes et des mouvements de capitaux. Donc, que l'on soit du côté, c'est-à-dire qu'on veut sortir totalement du franc CFA ou qu'on veut faire donc la réforme du franc CFA, je pense quand même qu'il y a des aspects fondamentaux qu'on ne peut pas passer outre. Alors, aspects fondamentaux dont on ne peut pas passer outre. Et justement, cette question du franc CFA, je le disais en introduction, a fait l'objet d'un colloque à Lomé, colloque initié par le professeur Kakonou Boupo et la faculté de sciences de gestion, de sciences économiques et de gestion, la FASEG, qui a réuni plusieurs personnalités venues de divers horizons qui ont débattu de cette monnaie, de cette transition entre le CFA et l'ECO. Avant de venir spécifiquement aux conclusions de ce colloque, parce que j'ai lu aussi une intervention de vous sur le sujet, on ne peut pas aussi parler de cette question sans évoquer justement ce qui s'est passé à Abidjan il y a 2 ans entre Ouattara et Macron, alors qu'il y avait une volonté affichée de la CEDEAO de passer aussi à un ECO. Comment vous jugez la chose? Vous pensez quel est pour vous l'idéal? C'est que ces 8 pays qui partagent le CFA passent à leur ECO pour que les autres rejoignent, ou bien que ce soit une marche commune des 15? Là, vous posez une question fondamentale. Et en réalité, il y avait une décision de créer l'ECO CEDEAO depuis 1983. Et avec la même dénomination, la même unité de compte. Si on se met d'accord qu'il y avait cet accord, il n'y a pas de raison que, entre-temps, avec ce qui s'est passé donc le 21 décembre 2019 et l'accord 2986, il n'y a pas de raison que cet accord ait lieu, puisqu'il y avait une entente entre les pays de la CEDEAO avec la même dénomination ECO, pour aller à l'ECO. Maintenant, sur la question fondamentale de la manière de passer à l'ECO, ça peut être envisagé à partir du moment où le franc CFA appartient déjà à une zone donnée. L'UEMOA, qui a déjà fonctionné avec un certain nombre de pays, 8 pays essentiellement, on pouvait l'envisager sans toutefois créer nécessairement une monnaie avec ça.
on pouvait envisager que l'UEMOA constitue le socle, la trame de ce qui va se faire, que l'UEMOA s'ouvre après à des pays qui ont un gain économique important, tels que le Ghana et la Guinée, et que dans une troisième étape, que cela soit ouvert, c'est-à-dire voir avec le Nigeria, qui est la superpuissance, voir comment donc aller à la création de la monnaie CEDEAO. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il faut créer cette monnaie, l'appeler éco-UEMOA, avant de passer à l'éco-CEDEAO. Parce que ça va poser un problème, c'est que vous risquez de créer une monnaie dans laquelle les plus puissants ne seraient pas membres fondateurs. Et vont venir après, comme de simples membres, ça va créer un certain nombre de problèmes. Bon, donc, la manière d'y aller, ça pouvait se faire comme ça, sans créer, comme je l'ai dit, la monnaie, mais prendre donc l'UEMOA comme le socle pour dans un second temps, s'ouvrir, comme je l'ai dit, aux pays qui ont un gain économique important, qui vont jouer le rôle de locomotive, et après, donc, voir avec le Nigeria ce qu'on pourrait faire. Est-ce que vous n'avez pas eu aussi le sentiment que ce qui s'est fait entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, ça a été juste du changement de nom? Oui, si vous voyez le contenu, comme je l'ai dit, de l'accord 2986, qui a été transformé, donc, et qui a été, dans la loi d'approbation, a été voté par le Parlement français le 10 décembre 2020, c'est-à-dire une année après, vous allez voir qu'en réalité, il n'y a fondamentalement que le changement de dénomination. C'est vrai qu'il y a d'autres choses, comme la libération des réserves de change. On a décidé de libérer les réserves de change. Mais là, la question qu'on s'était posée, parce qu'on disait il faut libérer les réserves de change, mais en même temps, on disait que la garantie de convertibilité illimitée inconditionnelle allait être maintenue. Mais c'était un paradoxe pour nous, puisque les réserves de change constituaient la contrepartie de la garantie de convertibilité. Comment est-ce qu'on va libérer les réserves de change, mais maintenir la garantie de convertibilité? Qu'est-ce qui donc devrait venir en contrepartie à la garantie de convertibilité si les réserves d'échange étaient libérées? Donc, il y a tout ce problème. Et puis, également, on avait parlé, il y a la représentation de la France dans les institutions, dans les instances techniques de la BCEAO. Mais avant, il y avait normalement, il y avait deux Français, deux personnalités qui étaient nommées par la France pour siéger au conseil d'administration de la BCEAO. Maintenant, avec le nouvel accord et la loi d'approbation, c'est maintenant une personnalité qui doit être nommée de commun accord entre la France et la BCEAO. Mais la France a la possibilité, en cas de besoin, de nommer une personnalité par voie délibérative. Donc, ce n'est pas vraiment un changement en tant que tel. Et puis, il est dit, parce qu'il y a deux autres dispositions qui ont été ajoutées, que les informations doivent être transmises à la France en temps réel pour que la France puisse mesurer le risque qu'elle encourt. Et également que la France a la possibilité de nous demander des réunions à des niveaux politiques. Donc, si nous prenons tout ça là en compte, on va voir que ce qui a fondamentalement changé, donc c'est la dénomination réellement. Alors pour vous, c'était des inquiétudes, je l'ai dit, vous les avez soulevées dans une sortie avant le colloque, on va peut-être y revenir. Est-ce que vous avez le sentiment, lorsque vous avez suivi les travaux du colloque, que ces inquiétudes-là ont été au menu des discussions? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça nous a d'ailleurs réjouis. Il y avait beaucoup de problèmes que nous avions soulevés dans notre sortie, qui sont revenus. Et, par exemple, nous avons parlé des critères de convergence de l'UEMOA. Vous savez, c'était depuis 1999 qu'il y a eu l'acte additionnel de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité de l'UEMOA. Et il y avait 8 critères. 4 critères de premier rang et 4 critères de deuxième rang.
Et l'horizon d'évaluation a été fixé en fin 2002. Maintenant, en fin 2002, on s'était rendu compte que, en réalité, les gens n'ont pas pu respecter, les pays n'ont pas pu respecter. Donc, on a modifié et l'horizon a été changé de la même manière sur 2005, 2008, puis 2013. Arrivé en 2013, on s'est toujours rendu compte que ce n'était pas facile pour les pays de respecter les critères de convergence. Ce qui fait qu'en 2015, il y a eu un nouvel acte et maintenant, on a réduit les critères de convergence, c'est-à-dire de premier à 5 au lieu de 8, dont les critères de premier rang à 3, avec les grands indicateurs dette, déficit et prix. Et puis, les critères de deuxième rang à 2, avec les salaires et puis la pression fiscale. Malgré cela, en fin 2019, qui était l'horizon d'évaluation, on a constaté que ce n'est que 2 des 5 critères qui ont pu être respectés par tous les pays. D'ailleurs, le Togo était le seul pays à pouvoir respecter tous les critères. Donc, nous avons déjà soulevé les difficultés qu'il y a donc au respect de ces critères de convergence. Et c'est donc avec plaisir que nous avons vu, vous avez vu dans la déclaration, maintenant, on parle de ticket d'entrée. Ticket d'entrée, oui. Voilà, on parle de ticket d'entrée, c'est-à-dire qu'il y aura à respecter des conditions minimales pour pouvoir rentrer dans l'organisation. Et maintenant, les grands indicateurs comme dette, déficit et prix sont considérés, c'est-à-dire ne sont plus les de prélude, mais sont considérés comme des objectifs de moyen terme. Donc, c'est déjà quelque chose qui a été pris en compte et qui nous réjouit. Si vous prenez par exemple le critère, la contrainte de l'inflation, nous avons dit dans notre sortie que la contrainte de l'inflation n'est pas une bonne chose pour notre pays, puisque les pays comme les nôtres peuvent supporter des inflations jusqu'à 10%, c'est-à-dire une inflation modérée jusqu'à 10%, parce que les inflations stimulent la croissance par augmentation de la production. Quand l'inflation est modérée, elle stimule la croissance par augmentation de la production, parce que justement, ça récompense l'innovation et ça permet de payer plus facilement les dettes, parce que vous avez plus de rentrées et le taux reste le même. Donc, nous avons proposé qu'il y ait desserrement jusqu'à 10%. Ça n'a pas été totalement le cas, mais on a desserré jusqu'à 8%. 8%, entre 4 et 8%. Entre 4 et 8%. Donc, c'est déjà quelque chose qui est également intéressant. Dans notre sortie également, nous avions parlé de régime flexible. Parce que quand le régime est flexible, elle permet les dévaluations compétitives, d'accord? Mais elle allège également la contrainte, surtout dans notre cas, elle allège la contrainte de financement. Vous comprenez, on n'est plus obligé de contraindre le crédit à l'économie. On n'est plus obligé de supporter un taux de crédit à 2 chiffres. Donc, nous avons proposé donc, cette flexibilité et nous étions également heureux qu'on ait donc adopté, on ait pensé donc à adopter un régime flexible. Donc flexible. Si nous partons de là, il y a également la garantie de convertibilité. Nous venons de parler de la garantie de convertibilité. On a également pensé à abandonner la garantie de convertibilité. Ce sont de bonnes choses. Mais il y a encore d'autres choses. Quand, par exemple, quand nous quittons le système monétaire proprement dit, nous venons, par exemple, sur l'aspect budgétaire, nous avons parlé, nous avons dit qu'il faut renforcer le secteur tertiaire. Renforcer le secteur tertiaire, que ce soit le tertiaire marchand ou le tertiaire non marchand. Renforcer le secteur tertiaire de manière à redynamiser le secteur primaire et à installer un véritable secteur secondaire. Et également, le colloque a émis le vœu et puis a eu le souci donc d'aller vers des politiques sectorielles en faveur de l'agriculture et de l'industrialisation. Donc tout cela, ce sont des éléments que nous avons eu à soulever et nous étions heureux que le colloque ait pu aller donc un peu dans ce sens-là
ça nous réjouit. Alors, en même temps, quand on prend ces critères, on peut parler d'une sorte d'assouplissement par rapport à ce qui était fixé préalablement depuis. Oui. Alors, est-ce que en même temps, ça ne montre pas aussi que on met des critères, les États ont du mal à les respecter, après on assouplit, comme si finalement, dans la même zone, on n'est pas prêt, hein, on n'est pas véritablement prêt, chacun n'a pas véritablement la maîtrise macroéconomique. Non, bon, vous savez, il y a l'évolution avec le temps. On ne peut pas être figé. On peut reconsidérer un certain nombre de choses. Ou c'est juste des critères, c'est flexibilité pour contenter les nouveaux arrivants? Non, ce n'est pas exactement ça. Mais vous savez, nous sommes dans la logique que si nous devons être totalement prêts avant d'entrer dans une zone monétaire réelle, au niveau de la CEDEAO, on ne sera jamais, oui, on ne sera jamais prêt. Non, nous sommes dans cette logique-là. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est vrai qu'un régime flexible va poser un certain nombre de problèmes. On n'est pas habitué à ça. Aujourd'hui, les gens achètent ceci à tel prix. Demain, on dit que c'est descendu à ça. Et la monnaie perd sa valeur par moment. Donc, ce ne sont pas des choses très simples. Hein? Et puis, aujourd'hui, le régime flexible, en réalité, doit être soutenu par un véritable tissu industriel. Oui. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas ce tissu industriel, mais nous n'allons pas dire que nous allons attendre avoir nécessairement tout en place avant de commencer cet apprentissage. Je pense qu'il faut y aller et progressivement, au fur et à mesure, les autres ont appris, nous allons aussi apprendre, sans toutefois être dans l'amateurisme. Nous avons en Afrique de grands économistes en qui nous pouvons avoir confiance, qui peuvent aller vers nous amener donc vers quand même des lendemains meilleurs. Mais la difficulté ici, avec j'ai envie de dire, ce desserrement par exemple de l'inflation de 4 à 8%, alors qu'avant, les critères d'inflation, c'était 3%. Ça ne devait pas dépasser 3%. Et il n'y avait que le Togo qui réussissait à maintenir son inflation à ce niveau. Vous avez parlé également du prix, dette et du déficit et tout ça. Si on va vers là, est-ce qu'il ne serait pas plus difficile maintenant pour les 8 qui ont des choses fixes de pouvoir respecter ça? Oui, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de pays qui ont déjà appris qui ont déjà la maîtrise de la flexibilité de la monnaie, le Nigeria, le Ghana, qui ont déjà appris ça, même si à des moments donnés, ça peut poser un peu de problème. Il y a déjà des pays qui ont cette culture. Et d'ailleurs, ça peut expliquer un peu la réticence de certains nombres de pays, comme ces pays-là, parce qu'ils ont déjà la maîtrise de la chose. Ça peut créer un petit problème à notre niveau, parce que nous n'avons pas cette culture. Mais je pense que si, au nom de la solidarité, si ces pays acceptent finalement que tout se fasse normalement et qu'on puisse entrer dans une monnaie commune et après vers une monnaie unique, je pense que progressivement, nous allons apprendre cela et nous allons rentrer dans le jeu sans trop de difficultés. Oui, mais pour ceux qui... nos commerçants et autres qui font des activités qui sont habitués à notre système actuel. Ça poserait beaucoup de problèmes. Bien sûr, c'est pour cela que nous avons proposé, c'est-à-dire il faut une sensibilisation, il faut un apprentissage. Au fait, on ne va pas tomber dedans comme ça, on va se lever et puis demain, ça commence. Parce qu'un régime flexible, c'est beaucoup de choses. Ça demande des sacrifices. Donc, il faut la sensibilisation de nos populations d'abord à savoir qu'il y a un changement qui va arriver et à savoir qu'elles seront confrontées à de telles situations dans l'avenir. Ça va créer des problèmes, des difficultés au début. Mais il faut comprendre que tout ce qui est bon a un prix, a un coût, et il faut payer cela pour pouvoir évoluer. Et vous pensez que, quelles que soient les difficultés, il faut franchir le pas? Il faut franchir le pas. Quelles que soient les difficultés, c'est vrai qu'il ne faut pas avancer la tête baissée. Il faut mettre les garde-fous nécessaires. Il faut mettre les conditions qui vont quand même permettre d'amoindrir au maximum les risques et les difficultés à l'avenir.
mais avancer quand même. Est-ce que vous tenez compte aussi du critère France? Oui, c'est-à-dire que c'est pour cela que quand la question était posée, sortir totalement du franc CFA, ou bien faire des réformes, nous avons dit, il y a des choses fondamentales sur lesquelles on ne peut pas transiger. Il y a des choses fondamentales sur lesquelles on ne peut pas transiger. Aujourd'hui, il faut du lobbying. Il faut du lobbying et au niveau avec les autorités françaises. Mais je pense que les choses évoluent. Les choses évoluent. Il y a un moment, ce colloque ne pouvait pas avoir lieu. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, à partir du moment où les choses évoluent, soyons confiants, ayons confiance que tout peut se faire. Et qu'est-ce que vous recommanderiez, par exemple, dans ce cheminement-là? Et le cheminement recommandé, dans quel cheminement? Dans le cheminement vers la monnaie commune, puis unique, vous recommanderiez quoi? Non, c'est ce que je viens de dire. Je l'ai dit déjà à peu près. Parce que quand vous voyez ce qui a été proposé, on a proposé maintenant que à partir du ticket d'entrée, il y aura un pool de pays qui va se mettre en place, c'est-à-dire les pays qui vont respecter, donc qui auront réuni les conditions par rapport au ticket d'entrée. D'accord? Donc, ce pool de pays va se réunir et progressivement, les autres pays vont venir progressivement. Nous, au fait, ce n'était pas le schéma dans lequel nous étions. Nous, le schéma dans lequel nous étions, c'est qu'on prenne, comme je l'ai dit, l'UEMOA comme base. Sans créer, je le précise, sans créer ECO-UEMOA. D'accord? On prenne UEMOA comme base et maintenant, progressivement, voir comment l'UEMOA va s'ouvrir aux pays qui ont un gain économique important, comme le Ghana et la Guinée. Et puis après, dans un troisième temps, voir avec le Nigeria comment donc faire cet ensemble en même temps que le Nigeria, les autres pays de la CEDEAO, la Gambie, la Sierra Leone, etc., etc. Mais le Nigeria, c'est le gros morceau. Son PIB représentera environ 70% de celui de l'Union. Donc, voir dans un troisième temps ce qu'il faut faire. Donc, nous étions beaucoup plus dans ce schéma-là. Mais ce sont des économistes qui ont proposé ça. J'aurai l'occasion moi-même de discuter même avec le professeur Nouboukwa et pour comprendre un certain nombre de choses aussi. Donc, vous êtes quand même un peu dubitatif sur la formule proposée du ticket d'entrée? Oui, sur la formule proposée du ticket d'entrée, je suis d'accord sur d'un côté, c'est-à-dire que ça peut alléger, les conditions de convergence, mais d'un autre côté, ça va faire que certains pays, il va avoir l'entrée par rapport au respect de ces critères de convergence, alors qu'il y a un socle qui était déjà là, sur lequel on peut jouer pour créer le reste. Donc la marche, elle est quand même enclenchée. Il faut suivre et s'y lancer, s'y y aller à la monnaie. Vous dites? C'est-à-dire la marche vers cette monnaie. Pensez qu'elle est lancée et qu'il faut prendre le pas. Oui, bien sûr. Oser, braver les barrières, continuer et faire progressivement. Ça va aller. Je ne suis pas contre ceux qui étaient et ceux qui ne voulaient pas. En réalité, c'était justement le sens de la question. Je ne suis pas contre ceux qui ne voulaient pas qu'on sorte et qu'on laisse, parce qu'ils avaient leur raison. Il y a le CFA a des avantages. Il y a la stabilité, il y a la stabilité, et il y a la protection que cela nous donne contre les dévaluations compétitives. Il y a la centralisation de la production qui diminue les coûts de fabrication et d'acheminement pour nos pays. Il y a les risques de détournement et de falsification qui sont amoindris. Et puis, il y a également la baisse relative des prix à l'importation, surtout hors de la zone euro. Donc, il y a la baisse relative des prix à l'importation. Mais ça, moi, je dis toujours que ce n'est pas tant un avantage. Ce n'est pas tant un avantage parce que le fait d'importer
plus aisément, fait que nous n'encourageons pas la production locale. Oui. Et ça explique également le taux de chômage que nous avons. Bon, donc le CFA a quand même quelques avantages, ça c'est vrai. Hein, c'est pour ça que moi je ne tire pas les roues sur les pays, ou bien ceux qui pensent qu'il faut garder. Et puis, ils craignent surtout la flexibilité. Compte tenu du fait que nous n'avons pas un tissu industriel solide aujourd'hui, ils craignent la flexibilité. Ils ont raison. Ils ont raison parce que si on ne fait pas attention, ce que cela peut donner aussi, c'est des crises après, des crises sociales après. Donc, il faut essayer de voir tout ça là et voir comment faire. Ce sera votre mot de la fin, Dr Georges William Kouessan. Merci d'être passé répondre à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Président de l'Alliance socialiste santé du peuple. On va marquer tout de suite la pause, le temps de suivre ensemble le journal et puis on se retrouve dans une dizaine de minutes pour Regard croisé.